de Lucas Belvaux, ici présent à mes côtés, que je vais vous laisser accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas ce que c'est. Donc les cinémas pâtés vous remercie de votre présence en partenariat avec le chocolatier Sébastien Papillon. Voilà un petit cadeau. Merci beaucoup. Bah écoutez, je suis gâté. C'est un assortiment de chocolat pour les tourmentés. Ben, c'est écrit les tourmentés, d'accord. Ben, merci, vous remercierez le chocolatier et merci. On va le laisser sur le côté pour le moment, à moins qu'on se le partage. Ah ouais. Ça fait des... Voilà, je suis à vous, c'est une façon de parler. Qui veut commencer? Sinon, je commence. Hein, C'est vrai. En fait, pour commencer de façon chronologique, je dirais, c'est que c'est parti d'un roman. C'est parti d'abord, en fait, d'une idée de film, il y a très longtemps, qui était l'idée de faire un remake ou quelque chose qui ressemblait aux Chasses du comte Zaroff. Et l'idée, c'était faire un petit film, pas cher, 3 personnages dans la forêt, et puis voilà. Et puis j'avais noté l'idée dans un coin de l'ordinateur, avec une espèce de boîte à idées dans laquelle je vais puiser régulièrement avant d'écrire un scénario. Et puis les idées parfois s'épuisent, on se rend compte qu'une idée qu'on trouvait super au moment où elle a noté, 2 mois après, 15 jours parfois, ou 2 ans, elle n'est plus si bien que ça. Et donc cette idée, elle a duré. Et donc 10 ans après, juste après avoir fini mon film précédent, Des Hommes, je me suis dit, tiens, je ferais bien ça maintenant, sauf que je n'avais pas envie d'écrire un film. Je venais juste de finir Des Hommes, ça avait été un film, un tournage, une aventure très compliquée, et j'avais fini vraiment 15 jours avant, et puis est arrivé le confinement, et donc j'étais un peu, voilà, comme tout le monde, avec du temps devant moi, une envie d'écrire et pas envie d'écrire un scénario. Il faut savoir qu'écrire un scénario, c'est une écriture extrêmement contrainte, très peu de liberté, très technique, et que déjà pendant l'écriture, on pense essentiellement à l'argent que va coûter le film, et donc on a tendance à retenir les coûts, je dirais. Et donc là, j'avais pas envie de retenir quoi que ce soit, j'avais envie d'écrire, surtout d'y prendre du plaisir et de retrouver de la liberté. Or, quand on écrit un roman, on est libre, on n'a de compte à rendre à personne, en tout cas au moment où on écrit. Et donc j'ai retrouvé ce plaisir d'écrire. Et donc je suis parti sur cette idée plutôt que d'écrire un film noir, d'écrire un roman noir et de trouver le plaisir peut-être du pari, se dire est-ce que je suis capable d'écrire un roman, voilà, ce genre de choses. En plus, encore une fois, c'était le confinement, donc un peu je fais ce que je veux et voilà. Et donc j'écrivais mon truc. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, dans l'écriture, je m'intéressais de moins en moins à la chasse à l'homme. Enfin, en tout cas, ça m'intéressait de moins en moins. Et plus j'avançais, plus j'aimais les personnages, plus ils m'intéressaient, et plus la chasse à l'homme me paraissait anecdotique, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y en a énormément, et dans la littérature et au cinéma. Vous avez tous vu au moins 5 films de chasse à l'homme. Parce que dès qu'un type s'échappe de prison et que des policiers lui courent après, c'est déjà une chasse à l'homme. Puis il y a des films célèbres où un esclave s'échappe, des chiens, il y en a plein. Et donc, je me suis dit, je raconterai rien de plus intéressant que mes collègues avant. Et 2, pourquoi je serais obligé de mettre ces personnages dans la position de se tuer? Le monde est suffisamment noir et violent et brutal comme ça pour qu'il n'y ait pas un petit peu d'espoir de temps en temps. C'est pas inéluctable, la violence, en tout cas dans un roman. Et donc je me suis dit, ces personnages-là, peut-être qu'au bout d'un moment, ils n'auront plus envie de se tirer dessus. Et voilà comment le film, enfin le livre à l'époque,
à dériver vers autre chose qu'une chasse à l'homme. Voilà, en ce qui concerne pour l'écriture. Et après, c'est à vous de me demander. On va savoir un peu plus sur Madame. Sur Madame, sur l'actrice ou sur le personnage? Le personnage. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire de plus que ce qu'on voit dans le film. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfance, qui a vécu une trahison terrible quand elle était petite, qui a perdu toutes ses illusions quand elle avait 12 ans à peu près. Et à partir de là, le monde n'a plus de lumière, il n'y a plus d'amour, il y a plus, elle vit dans un monde terrible. Et donc, plus elle va avancer en âge, je pense, plus elle va apprendre à se défendre. Et en même temps, plus elle va s'éteindre et plus elle va perdre le goût à la vie. Et à force de tuer des bêtes, au bout du compte, il ne reste plus rien. Quand le film commence, Madame est un peu comme Skender, d'ailleurs, un peu un spectre. Enfin, elle n'a plus de pulsion de vie, plus d'envie de vivre vraiment, en tout cas, aucun goût pour la vie. Alors, elle aime le théâtre, elle aime la musique, elle aime la culture, elle aime les livres, elle aime la peinture. Mais tout ça n'est pas nourri, n'est pas incarné. Ce qui lui manque, c'est de l'amour, en fait, probablement. Elle n'a jamais été aimée et elle n'a jamais fait confiance à personne, à juste titre. Et donc, je dirais que sa trajectoire à elle dans le film, sa vie va basculer au moment où elle va se rendre compte qu'elle peut faire confiance à quelqu'un qui est Max. Et Max, elle va comprendre un jour qu'elle peut lui faire une totale confiance et que cet amour soit platonique ou pas, ou qu'il soit... C'est un amour d'une curieuse matière, leur amour. Mais il y a quelque chose qui est d'une affection profonde et elle sait que toute sa vie, elle pourra compter sur lui. Et donc la vie, à nouveau, vaut d'être vécue alors qu'elle ne l'était pas. Voilà, c'est la trajectoire de Madame. Max a une trajectoire un peu similaire. Max est quelqu'un qui n'a connu que la guerre, que la violence, qui s'est interdit, mais même de lui-même, sans qu'on l'y oblige, tout accès à la beauté, à la culture. Il se l'est interdit, il pensait que ce n'était pas pour lui. Et s'il aime Madame à ce point, c'est grâce à elle qu'il a eu accès à ça. Et tout à coup, Max s'est rendu compte un jour au théâtre, enfin au concert, qu'il était ému par la musique et que la musique pouvait lui faire quelque chose de très profond. Bon, ben voilà, ou à travers des livres, ou à travers des photos. Et tout à coup, il s'est rendu compte, lui aussi, que le monde était beau et qu'il n'avait plus, comme il dit, l'envie de mettre des pains dans la figure d'Audiac, quoi, et de se faire taper dessus. Et que tout à coup, tout ça était vain. Donc voilà, ça c'est la trajectoire de Max, qui est déjà bien entamée quand le film commence, quand même il est à mi-parcours, je dirais. Il va quand même trahir un frère d'armes pour Madame, par amour pour Madame, mais il sera capable de faire marche arrière. Et puis, Skender, c'est une trajectoire assez claire aussi. Mais en tout cas, pour ces trois-là, qui sont le cœur, quoi, les trois vrais tourmentés de l'histoire, c'est presque une épiphanie. C'est tout à coup, ces trois personnages qui, à 40, 50 ans, vont découvrir que la vie n'est pas que sombre, n'est pas que noire, n'est pas faite que de mort, de bruit et de fureur, comme on dit. Et qu'à ce moment-là, on peut commencer à vivre, et ils vont commencer à vivre après la fin du film. Vous êtes tous traumatisés, quoi. Oui, mais souvent, les tourments viennent des traumas. Pour nous tous. Après, c'est plus ou moins gros. On a des gros traumas, des gros traumatismes, enfin, des gros tourments, ou parfois c'est des petites choses. Perso, c'est pas vraiment une question, mais pour monter le titre en soi, c'est tellement, l'intrigue est tellement bien faite, et je trouve qu'à la fin, le fait qu'il n'y ait pas la chasse, c'est encore mieux, parce que on est tellement pris par le déroulement des faits, et au bout d'un moment, on se dit le pauvre, il va se faire buter, ça y est, c'est déchirant, c'est poignant, surtout qu'il recolle avec sa famille et tout. Et puis, au final, je trouve, perso, que c'est la fin, ça donne de l'espoir et c'est très bien comme ça. Voilà. Ça me fait plaisir ce que vous me dites. Moi, j'ai ressenti ça aussi, c'est-à-dire encore une fois, à la moitié de l'écriture, j'avais plus envie qu'il meure.
Et j'avais pas envie qu'il tue madame non plus. Enfin, j'avais plus envie qu'on soit là-dedans. J'avais envie qu'on soit dans une espèce de reconstruction, comment on dit, ouais, de reconstruction. Donc ils se reconstruisent à travers cette expérience-là. Mais ils ont eu besoin de cette échéance, ouais, se dire, voilà, dans 6 mois, je vais mourir pour Skender, dans 6 mois, je vais le tuer pour madame, et que tout à coup, ça provoque une espèce d'électrochoc. Comment est la vie quand on a une échéance comme ça écrite? Parce que la plupart des gens ne savent pas quand ils vont mourir, heureusement, sinon ce serait très dur de vivre. Et là, tout à coup, pour eux, oui, ils savent, enfin, Skender sait, à quelques jours près, madame sait aussi. Et donc, les 6 mois qui vont passer, tous les jours, la vie va prendre une couleur particulière et va amener une réflexion particulière. Et c'est ça qui amène finalement à l'apaisement et au renoncement à la violence. Vous avez écrit le livre, est-ce que vous avez pensé au film? Quand j'écrivais le livre? Oui. Non, je m'interdisais de penser. Donc encore une fois, j'écrivais un livre pour retrouver du plaisir pur d'écriture, et que j'ai trouvé. Et donc je m'interdisais absolument de penser à l'adaptation, parce que sinon je retombais dans les mêmes travers que pour l'écriture d'un scénario. Et c'est quand j'ai commencé à retravailler un peu le manuscrit, enfin, ou le texte avec l'éditrice, que je n'ai trouvé qu'une fois la première version terminée d'ailleurs, ce qui me donnait aussi beaucoup de liberté. Et donc en retravaillant avec elle, tout à coup je me suis dit, mais on va me proposer de me racheter les droits pour faire un film, est-ce que j'ai envie de les laisser à quelqu'un d'autre? Très vite, je me suis dit non, hors de question. Et à ce moment-là seulement, j'ai commencé à penser au film. Il refait le livre ou il y a des passages? Pardon? Il refait vraiment le livre, le film ou... Ah, il est assez fidèle. Le livre est, enfin, sur la trame, c'est on parle toujours d'adaptation, trahison. Et en fait, non, adaptation. On fait comme on peut, il faut rendre au maximum ce qu'on avait envie de raconter. Enfin, et donc ça, j'ai trouvé je suis assez proche dans la description des personnages, ce qu'ils vivent, les sentiments, tout ça. En gros, c'est bien. Enfin, c'est juste et c'est fidèle. Après, Chabrol disait, parce que j'ai travaillé avec lui quand j'étais acteur, et il disait il ne faut jamais adapter un chef-d'œuvre. Non pas que le chef-d'œuvre en soi n'est pas bien ou qu'il ne faut pas s'y mesurer, mais c'est que un chef-d'œuvre, ça tient à la forme. On peut raconter, lui il avait adapté Madame Bovary par exemple, qui est quand même un chef-d'œuvre, mais on n'adapte pas la forme de Madame Bovary. Or, si on raconte l'histoire de Madame Bovary, elle peut être, si c'est pas bien raconté, c'est pas plus intéressant qu'autre chose, quoi. Et donc le chef-d'œuvre, il tient à la forme, qu'elle soit littéraire, cinématographique, etc. Donc si on commence à vouloir adapter un roman parce qu'on a aimé sa forme, on se plante forcément. Donc il faut adapter un roman dont l'histoire nous passionne, les thématiques nous passionnent, les personnages nous passionnent. Et donc ce qui différencie beaucoup le film du roman, c'est la forme, que j'ai pas pu, non seulement j'ai pas pu l'adapter, mais j'ai même pas essayé. Le roman, il est construit d'une façon assez particulière, c'est que chacun des personnages raconte sa propre histoire et raconte l'histoire. Enfin, l'histoire est racontée à travers le point de vue de chacun des personnages. Donc chaque chapitre est un monologue ou un soliloque d'un des personnages. Et donc il y a Skender qui parle, Max qui parle, Madame parle, Manon parle et le plus grand Jordi, le plus grand des enfants. Et donc à chaque chapitre, ça change de personnage, on a le point de vue et ça tourne. Et ce qui fait que ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça donne une espèce de pulsation, le fait de changer de point de vue à chaque chapitre, ça donne un rythme particulier. Donc ça, c'était pas mal. Après, le gros intérêt, c'est que, comme c'est raconté par chacun des personnages se raconte lui-même, y compris avec tout ce qui est introspectif, son ressenti, sur son passé, ce que les autres ne savent pas de lui, etc. Tout ça est raconté, ce que je ne pouvais pas raconter dans le film. Je ne pouvais pas tout raconter dans le film.
Ensuite, on a tous les personnages sont racontés par tout le monde, hein, parce que chacun, Skender va parler de Max, il va parler de Madame, il va parler de Manon, il va parler de son fils, et Madame va parler de chacun aussi. Et donc, et puis l'histoire va être racontée aussi par chacun, les actions, et donc ça donne un, comment dire, une espèce d'effet de profondeur, enfin à la fois de profondeur comme la profondeur de champ, mais aussi de profondeur du ressenti ou du sentiment. Et ça, bon, je ne suis pas sûr de l'avoir trouvé dans le film. Et donc, c'est deux objets différents. Moi, j'aime les deux. On peut préférer le livre, on peut préférer le film, ça dépend. De toute façon, il y a un truc très... je me suis rendu compte de ça en faisant un peu le même exercice que ce soir, mais avec le livre, en allant à la rencontre des lecteurs. C'est que le rapport entre un auteur de roman et un lecteur n'est pas tout à fait le même qu'entre un cinéaste et un spectateur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de totalitaire dans le cinéma par rapport au spectateur. Le spectateur, où que vous soyez assis dans la salle, vous avez tous la même image, vous voyez tous la même chose. Vous ne maîtrisez pas le rythme du récit. Un lecteur, d'une part, il peut poser le livre, le reprendre, l'abandonner, encore l'abandonner, vous pouvez quitter la salle. Mais en tout cas, vous pouvez le reprendre une fois que vous l'avez posé, vous pouvez le lire lentement ou vite. Enfin, il y a des gens qui disent « Ah, j'adorais votre livre, je l'ai lu en 2 jours », d'autres qui disent « Ah non, moi je lisais 3 chapitres par jour ». Et chacun va trouver son propre rapport avec l'objet. Et puis, il y a aussi la part d'imagination de chaque lecteur. Ici, quand on vous dit Max c'est comme c'est Ramsey, ben c'est Ramsey. Voilà, on n'imagine pas grand-chose de plus. Alors que, même si on décrit assez précisément un personnage dans un livre, il restera toujours de l'espace pour, heureusement, chaque lecteur va se faire son image. Que ce soit pour les personnages, pour les décors, pour les chiens, tout ce qu'on veut, les sons aussi. Alors qu'au cinéma, tout est imposé. Alors ça a d'autres intérêts, hein, et donc ça provoque une relation, je pense, avec le bouquin qui est beaucoup plus directe entre les lecteurs et l'auteur qu'au cinéma. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient à inconscient, quoi, ou entre le lecteur du roman et l'auteur, il n'y a pas de médiateur. Un petit peu l'éditeur, mais ça compte pas beaucoup. Alors que quand on fait un film, entre le moment où on l'écrit et le moment où le spectateur le voit, il y a 50 personnes ou 100 personnes. Vous avez vu la taille des génériques, ça devient dingue. À chaque fois, je ne vais pas dire que c'est nécessairement une altération, mais c'est quelque chose qui rentre dans le processus de création et qui échappe un peu à l'auteur. Donc l'objet est peut-être moins pur, mais peut-être c'est bien. Hein. Chacun aussi amène... Parfois, ça amène quelque chose de plus, parfois, c'est moins bien. À la fin du film, on voit qu'il y a une forme de... Tout le monde entend, attendez, on va vous donner un micro comme ça, tout le monde entendra. Merci. À la fin du film, on voit qu'il y a une forme d'ouverture qui laisse un peu au spectateur la liberté de deviner, de se faire une raison pour laquelle Madame a finalement décidé de ne plus faire la chasse à l'homme. Et pour vous qui avez écrit l'œuvre, j'aimerais savoir pourquoi finalement elle a décidé de ne plus faire la chasse à l'homme, si c'est parce que Max a fait une forme de médiation ou si c'est parce qu'elle a fait finalement une forme d'introspection personnelle qui lui a permis d'arriver à cette conclusion. Je pense que ça a à voir avec une introspection personnelle. C'est qu'elle s'est rendue compte que aller au bout de cette histoire de chasse, ça voulait dire qu'elle perdait Max, définitivement. Donc là, elle se laisse mourir, en fait. Quand il revient, elle est en train de se laisser mourir de soif et de faim. Et c'est Max, par le retour, par son retour, qui la sauve. Mais s'il n'était pas revenu, elle serait morte. Et donc le fait que si Max revient, si elle accepte le retour de Max, vu la position de Max qui lui a dit, et qui a plaidé pour ça, la chasse devient impossible. Elle préfère renoncer à la chasse que renoncer à Max. C'est ça, c'est Max, ça va être sa vie maintenant. C'est celui qui lui a rendu goût à la vie. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'elle renonce. Je vous en prie. Non.
Non, ils sont moins tourmentés, mais il y en aura d'autres. Je voulais vous poser une question sur le choix des acteurs. Est-ce qu'il a été évident? Est-ce qu'il a été facile? Comment ça s'est passé pour vous, ce travail-là? Alors, c'est très empirique le travail de casting, de distribution des rôles. C'est-à-dire que je pense que c'est réussi quand c'est pas évident au moment où on le fait et que c'est évident au moment où le film est fait. J'espère que pour vous, ce casting va de soi. Voilà. Alors qu'au moment où on fait le casting, on se pose énormément de questions parce que il ne s'agit pas de trouver un acteur, il faut trouver, ou une actrice, mais il faut trouver un interprète x4, parce qu'il faut que, ou x16 même, au carré, parce qu'il faut que chacun fonctionne avec chacun. Une fois qu'on en a trouvé un, ben on a trouvé un, et puis les autres, on repart à zéro à chaque fois, et il va falloir que ça matche, je dirais. Et donc, ce qu'on attend d'un et pas ce qu'on va attendre de l'autre, évidemment, puisque les personnages sont différents, et donc c'est, encore une fois, c'est empirique, on ne sait pas, il n'y a pas de règle vraiment. Donc là, ça s'est passé de la façon suivante. La première à s'imposer, sans doute, ça a été Madame, parce que Linda, c'était un personnage tellement particulier à distribuer que j'avais pas tellement de choix que ça. Elle, je la connaissais, et en écrivant le scénario, assez vite, j'ai pensé à elle. J'avais tourné avec elle il y a très très longtemps quand j'étais acteur. Je l'avais vue au cinéma plusieurs fois, je savais qu'elle était bien, qu'elle avait le rôle du personnage, donc il n'y avait pas à se prendre trop la tête là-dessus. Et ensuite, celui qui s'est imposé assez vite, c'était Ramzy, aussi parce qu'on s'était rencontrés par hasard, se croisés dans un escalier. Et voilà, on s'est bonjour, et ça me ferait plaisir de tourner. J'aimerais bien tourner avec vous, moi aussi, on échange. Voilà, mais comme ça, enfin, c'était pas la préparation du film précédent, donc il y a longtemps. Mais savoir qu'il avait envie de tourner avec moi, ça m'a encouragé, quoi. J'y ai pensé plus facilement. Et tout à coup, je me suis souvenu que j'avais trouvé une dimension tragique. Il a quelque chose, il apporte quelque chose avec lui qui est de l'ordre, je ne sais pas, un personnage homérique presque. Il pourrait être dans l'Iliade. C'est ces types qui savent qu'ils vont mourir, ils y vont quand même, avec courage, détermination et mélancolie, parce qu'ils savent qu'ils vont mourir et qu'ils n'ont pas envie. Et lui, il a ça, je ne sais pas, c'est l'âge, c'est la patine, c'est très étrange, on ne sait pas. Et je pense que cette dimension tragique est ce qui m'a ému, déjà avant, mais même pendant le tournage, très souvent, je le voyais dans l'image, quoi. Je me disais quand même, il se passe un truc, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose de profond et qui marche, je trouve, très bien. Ensuite, il fallait trouver Déborah, quelque part, ça allait de soi. Je la connaissais depuis, même chose, depuis longtemps, enfin, je l'ai vue jouer souvent, depuis le film Les Dardennes, qui était son premier film. Et après, on s'était croisés dans un festival, on avait discuté. Donc, je savais qu'elle avait cette capacité, enfin, c'est une énergie très particulière. Déborah, elle peut être très lumineuse, rigolote, et en même temps, elle peut être d'une dureté hallucinante, sans avoir forcément à le jouer. C'est bien quand les acteurs peuvent dégager un truc qu'ils n'ont pas à jouer. Après, ils jouent autre chose, ça viendra en plus, mais il va rester un fond ou léger, ou énergique, ou les deux, et en même temps violent. Et voilà, ça me permet de ne pas avoir à l'expliquer. Je sais que si je lui dis ne bouge pas, regarde par là et dis-lui ça, je n'aurai pas nécessairement à lui dire d'être violente, ça passera sans qu'elle ait à le jouer. Donc, et puis Nils, c'était celui finalement que je connaissais le moins des quatre. Et je l'ai vu dans un film qui se passait à Sarajevo, qui s'appelait Rencontre avec le démon, avec le diable, comme la chanson des Stones. Et où il dégageait à la fois quelque chose, même chose, d'angélique et dans le visage, il est très beau, il y a quelque chose d'angélique, enfin maintenant un peu ange sur le retour, mais enfin, il commence à prendre de la bouteille aussi, et de la gravité, de la profondeur, et cette capacité à être très doux et très brutal en même temps.
Donc voilà, en plus ils se connaissaient bien avec Ramsey, puisqu'ils avaient fait la série de Giannoli pour la télé. Et donc je savais que ça matcherait, quoi. Donc voilà, le casting c'est comme ça, mais parfois il faut de très peu pour que ça bascule sur un autre rôle, hein, enfin un autre acteur. J'ai une question sur les scènes de chasse qui entrecoupent le film et qui sont assez violentes. Déjà, est-ce qu'elles sont présentes dans le livre? Et aussi, quelle est la nature de ces scènes? Est-ce que c'est Max qui s'imagine des choses ou est-ce que c'est plus des scènes qui nous montrent ce qui va se passer, ce qui peut se passer? Oui, c'est ça. Chacun, selon la scène, c'est soit Max qui l'imagine, soit Skender. Ça sert aussi ce qu'on appelle un flash forward, c'est-à-dire le contraire d'un flashback. Le flashback, c'est ce qui s'est passé avant. Le flash forward, c'est ce qui va se passer après. Et là, comme ça ne se passe pas après, c'est des vues de l'esprit. Voilà, c'est ce qui s'imagine. Oui, exactement. Et alors, elles ont plusieurs fonctions. D'une part, ça permet de mettre un peu de tension pour le spectateur, parce que vous vous dites, est-ce que c'est ce qui va se passer vraiment après? Après, c'est aussi pour satisfaire les bas instincts de ceux qui veulent absolument la chasse. C'est pour qu'ils ne soient pas trop déçus. Il n'y a pas la chasse à l'homme, mais il y a quand même quelques séquences où la chasse est envisagée. Non, ça c'est une blague. Je pensais que c'était important d'avoir cette espèce de projection, quoi, ce qui s'imagine, et ce que pouvait être la chasse effectivement. Est-ce que c'est dans le livre? Oui, c'est dans... Enfin, c'est dans le livre, mais sous d'autres formes, puisque encore une fois, c'est raconté différemment. Donc, mais il y a ça. Oui. Les chiens sont beaucoup plus présents dans le livre aussi. Alors, tout ce qui est les Carpates, c'était le massif de la Chartreuse à Grenoble, la maison de Manon, l'Afrique, l'Afghanistan et le camp de réfugiés, c'est en Ardèche. Quand on est en Afrique, on voit le camp de réfugiés, enfin on voit l'endroit, on n'est vraiment pas loin. Et le reste en région parisienne, la maison de Madame, et voilà, en région parisienne, et le reste c'est Paris. Bonjour, moi j'avais une question surtout sur vous et votre carrière, car moi j'aimerais beaucoup être réalisateur, et donc j'aimerais vous demander comment vous en êtes arrivé à une telle carrière, et comment réaliser vos premiers films et réussir à vivre du cinéma, parce que là pour l'instant moi je suis en BTS en recherche d'alternance, et donc j'essaye déjà d'envisager le futur. Un BTS cinéma audiovisuel. Oui, c'est ça, oui. C'est une voie. Alors, moi je commence à prendre de l'âge, donc c'est aussi une autre époque quand j'ai commencé, mais j'ai d'abord été acteur. Donc je suis originaire de la campagne en Belgique, dans les Ardennes, donc pas loin, et ce que c'était un réalisateur, pour moi c'était très abstrait. Je ne savais pas ce que c'était, je ne me posais pas la question, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était d'être acteur pour être sur l'écran à la place d'Alain Delon ou des autres. Enfin, et puis pendant mes vacances, j'ai fait un stage de théâtre, et j'ai appris lors de ce stage qu'un acteur, ce n'était pas forcément une star, et qu'on pouvait gagner sa vie et être très heureux en étant un acteur inconnu, et en faisant du théâtre, de la télé, du cinéma, avec des tout petits rôles, etc. Mais passer toute sa vie dans une espèce de rêve comme ça, ou de choses un monde un peu enchanté, et oui, et léger, enfin. Et donc c'est cette vie-là, j'avais envie de cette vie-là, j'avais envie d'être acteur. Donc je suis venu à Paris, je suis devenu acteur, j'ai eu de la chance, parce que, on a de la chance parfois, et une de mes chances, ça a été de pouvoir tourner avec des grands réalisateurs des rôles importants. Donc j'ai tourné avec Yves Boisset, le premier film que j'ai fait c'était avec Yves Boisset, avant j'avais fait un peu de télé. Après j'ai tourné avec Chabrol, avec Olivier Assayas, avec Marco Ferreri,
d'autres. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que ma vocation d'acteur était assez fragile, que j'étais peut-être pas vraiment fait pour ça, que j'avais voulu être acteur pour des mauvaises raisons, et qu'en revanche, être réalisateur m'intéresserait sans doute plus, parce que j'aimais écrire, parce que j'aimais raconter des histoires. Et je pense, et ça je le pense encore aujourd'hui, très fort, que la place de l'acteur est la meilleure place pour apprendre à faire du cinéma. Parce qu'on est au milieu, et à partir du moment où on ne quitte pas le plateau quand on ne tourne pas, et qu'on regarde ce qui se passe et comment ça se fabrique, et ben on apprend, on est quand même en tant qu'acteur le centre du dispositif. Et donc on voit tout. On voit travailler l'ingénieur du son, et quand j'étais jeune acteur, je restais tout le temps sur le plateau parce que je voulais apprendre aussi ma technique d'acteur, savoir pourquoi il fallait danser marque, comment. Alors, je regardais travailler les vieux. Et le fait d'être acteur, quand on est acteur, on travaille avec plein de réalisateurs différents. Et donc, ça permet de voir travailler des maîtres. Enfin, comme avant, dans les ateliers de peinture, on regardait travailler des maîtres. Ben là, c'était un peu l'idée. J'ai pu travailler, encore une fois, Chabrol, Rivette, Assayas, Boisset, Ferreri. Et à chacun, peut-être, j'ai pris un petit peu. En tout cas, j'ai vu plein de méthodes de travail. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis mis à penser à tous ces gens-là, voir comment... voilà. Et je me rends compte que plus le temps passe, et plus je me souviens mieux je me souviens de la façon dont ils travaillaient. Et voilà, alors je n'ai pas... Comment dire, je n'ai pas gardé des choses précises de chacun nécessairement, mais je me souviens d'une manière générale de leur travail. Par exemple, j'ai appris de Chabrol que plus il y avait de la bonne humeur sur un plateau, et plus on travaillait. Même si le film est mieux, on travaillait. Plus, même pour un film très noir, quand Chabrol tourne La Cérémonie ou ces autres films noirs, l'ambiance est excellente. C'est une espèce de colonie de vacances qui fait des films noirs. Et ça n'empêche pas. Et ça n'empêche pas lui de suivre sa voie. Mais tout le monde est content le matin. Tout le monde a envie de se mettre en quatre pour faire le meilleur film possible. Donc ça ne sert à rien de faire l'artiste qui hurle, qui se prend la tête, qui engueule les gens, etc. C'est stupide. Et donc, après, bon, il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais je pense que c'est plus une névrose qu'une méthode de travail. Et donc j'ai appris ça avec Chabrol. J'ai appris ça un peu avec Ferreri aussi, qui avait cette même capacité de voir tout ce qui se passait sur un plateau. Et qui se sentait très très bien quand une équipe commençait à fatiguer et qu'il valait mieux s'arrêter 10 minutes pour boire un café, manger quelque chose, et reprendre après, plutôt que d'essayer de pousser les gens à aller plus vite pour finir à l'heure. Parfois, il vaut mieux s'arrêter 10 minutes, ça fait gagner du temps après. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, les voir travailler, voir ensuite les films qu'ils ont faits et se souvenir du tournage, ça permet de se poser des questions de forme et de mise en scène et d'écriture cinématographique. Pourquoi la caméra est là à ce moment-là? Qu'est-ce que ça raconte? Comment on a fait ce plan? Est-ce que ça roulait pas? Comment il a monté? Mais ça, voilà, c'est apprendre un métier, ça prend des années. Et voilà. Et donc, moi, j'ai pas de leçon à donner tellement parce que je crois que tous les parcours sont atypiques. On peut passer par les écoles, ne pas passer par les écoles. Il faut avoir envie, il faut avoir de la chance, il faut y croire un petit peu. Merci. Je vous en prie. Ah, ici, premier rang. Pour revenir sur le film, si la chasse avait eu lieu, pour vous, c'est madame qui aurait gagné? Évidemment. Oui. Oui. Il était condamné Oui, mais il le sait, a priori, Max le sait, Skender le sait. Oui, il y a une chance sur 100, à moins que madame se casse la jambe le premier jour ou le deuxième jour, c'est fini. Il n'a aucune chance. Il y a les chiens, elle a un fusil, il ne peut pas se défendre. Oui, il n'y a aucune chance. Ouais, il y va. Il y va parce que pour lui, c'est ce qu'il lui dit. À un moment, il dit: je fais une bonne affaire. De toute façon, je me serais sans doute suicidé 15 jours après. Donc ça ne fait que poser la chose, et ça lui permet de sauver ses enfants
enfin, leur éviter l'angoisse de manquer d'argent, ce genre de choses. Bon. Alors, après, moi, je suis plutôt du côté de Max. Je pense qu'ils ont plus besoin d'un père que de 3 millions d'euros, mais en plus, à partager en 3, ça fait plus qu'1 million. Il vaut mieux un père, oui, je pense, sur le long terme en tout cas. Et puis pas que sur le long terme. Donc ils ont besoin de lui. Mais ça, pour lui, comme il n'a jamais été là, qu'il n'a jamais été capable d'assumer ça, il ne se sent pas capable de l'assumer mieux après. Donc il est prêt à mourir pour ça, et pour lui, ce n'est pas un problème. C'est quand même quelqu'un qui a été mercenaire, qui a été légionnaire, probablement fait la guerre en Yougoslavie. Donc la mort, il n'a pas le même rapport avec la mort et avec la mort violente que vous et moi. On a l'impression qu'il ne sait pas qu'il est capable d'être père. En fait, il le découvre. Oui, probablement. Je pense que tous les hommes découvrent qu'ils peuvent être pères quand ils ont, ou pas, avec leur premier enfant. Avant, on ne sait pas, je pense. Lui, c'est un peu tard. Eh oui, mais il n'a pas eu le temps. Puis il est tourmenté. Oh non, je suis pas content des chiens. En fait. Pas content du tout. Si vous lisez le livre, vous verrez ce que j'attendais des chiens. Donc il y a des trucs bien à la fin, enfin quand il regarde Madame. En fait, il faut savoir qu'il regarde la croquette qui est derrière Madame. Ces chiens ne regardent que les croquettes. À peu près la seule chose qui les intéresse. Un peu leur maître, quand le maître est là. Une caresse sur la tête de temps en temps, mais essentiellement la croquette quand même. Et donc c'était compliqué. Ouais, j'attendais plus. Je voulais leur faire plus de choses. Mais bon, c'est comme ça. On ne réussit pas tout dans un film. Un film, c'est toujours ce qui reste des rêves de films qu'on a eus. Et ça peut être pas mal déjà les restes. Oh ouais, le chien. Eh bien, merci, monsieur. Ouais, mais sur ces bonnes paroles, oui. On va lever le tour. Merci beaucoup.